À la une de ce journal, le président de la République arrive à Banjul, la capitale gambienne, pour assister à la cérémonie d'investiture du président gambien. Avant son départ, le président de la République a reçu une délégation ministérielle malienne et le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle supervise le lancement de la première phase pilote du projet Amélioration de l'employabilité des jeunes. Bienvenue à vous tous et merci d'être parmi nous. Pour vous prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Nous débutons ce journal par ce décret de la présidence de la République, rendu public aujourd'hui, portant nomination de M. Mohamed Mahmoud Ouelamat, président de la commission de régulation au centre de régulation de la zone franche de Nouadhibou. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a contacté hier soir par téléphone son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, commandant en chef adjoint des forces armées de l'État frère des Émirats arabes unis. Cet appel fait suite à l'attaque terroriste au drone de l'Émirat d'Abu Dhabi, causant la mort de 3 civils, blessant plusieurs autres, en plus des dommages matériels. Le président de la République a renouvelé la condamnation énergique de la Mauritanie de cet acte terroriste et son plein soutien aux Émirats arabes unis face à toutes les menaces à sa sécurité et à sa stabilité. Le président de la République a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. De son côté, son Altesse le Prince héritier d'Abu Dhabi a souligné que cet ignoble acte terroriste n'est en aucune façon susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la stabilité et à la dignité de son pays, appréciant la position constante des dirigeants et du peuple mauritanien avec ses frères de l'Émirat des Arabes unis. Le président de la République se trouve ce soir à Banjul, la capitale gambienne, dans laquelle il assistera demain à l'investiture du président gambien Adama Barrow. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani a été accueilli à l'aéroport international de Banjul par son homologue gambien, accompagné de la vice-présidente de la République, des membres du gouvernement gambien et de l'ambassadeur de Mauritanie à Banjul.
Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani avait quitté Nouakchott cet après-midi pour Banjul, salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré du ministre secrétaire général de la présidence de la République, du ministre de la Justice, de la directrice adjointe de cabinet du président de la République, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente du conseil régional de Nouakchott font partie de la délégation présidentielle. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, le directeur de cabinet du président de la République, ainsi que son chef d'état-major particulier, notre ambassadeur à Banjul, deux chargés de mission à la présidence de la République et du directeur général du protocole d'État. Auparavant, le président de la République avait reçu en audience le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, colonel Abdoulaye Diop, à la tête d'une importante délégation ministérielle. Le chef de la diplomatie malienne a déclaré à l'issue de l'audience qu'il a transmis au chef de l'État un message du président de la transition, chef d'État du Mali. Son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, auprès de son frère, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, auprès duquel nous devrions, à la tête d'une importante délégation ministérielle, apporter un message d'amitié, un message de gratitude, un message de solidarité et de fraternité à son grand frère, le président de la République islamique de Mauritanie. Ce message se situe d'abord dans le contexte du Mali, notamment les défis et les avancées liées au processus de transition, marqué par la tenue en fin décembre des Assises nationales de la refondation, assises pour lesquelles nous devrions apporter les conclusions à l'attention du président de la République islamique de Mauritanie et demander ses conseils, ses orientations et son implication auprès des frères maliens pour que nous puissions trouver une solution à ces difficultés. Cette visite aussi intervient dans un contexte difficile au moment où notre pays fait face à des sanctions de la part de l'UEMOA et de la CEDEAO, dans un contexte difficile, que malgré ces sanctions qui frappent injustement le peuple malien et qui posent des difficultés au Mali et au voisinage immédiat, le président de la transition m'a demandé de rassurer son frère, le président de la République islamique de Mauritanie, de l'engagement constant du Mali pour trouver une réponse à ces difficultés à travers le dialogue, la concertation, pour toujours œuvrer à trouver le bon équilibre entre les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale. Sur l'ensemble de ces questions, nous avons eu des assurances de la part du président El Ghazouani que tout ce qui est nécessaire sera fait parce que la Mauritanie et le Mali sont des pays amis, des pays frères, certains diront même des pays parents, et tout ce qui touche la Mauritanie touche le Mali, et tout ce qui touche le Mali touche également la Mauritanie. Et que dans ce contexte particulier, le Mali peut toujours compter, comme cela a toujours été le cas
à travers les âges sur la solidarité et le soutien de la Mauritanie à la République du Mali, particulièrement dans ces moments difficiles, que tout sera fait pour le confort des populations maliennes. Donc nous sommes là dans le cadre de cette discussion et pour exprimer notre grande reconnaissance et notre gratitude à la République islamique de Mauritanie pour sa solidarité agissante auprès du Mali et donner les assurances nécessaires que nous allons continuer à cheminer la main dans la main dans le dialogue, faire en sorte que le processus de transition au Mali puisse se terminer dans un cadre consensuel, et dans un cadre de dialogue, et souhaiter aussi que la communauté régionale, la communauté africaine et comme la communauté internationale puissent aussi faire le pas nécessaire. La situation au niveau de notre pays. Nous avons bénéficié des sages conseils du président de la République islamique de Mauritanie. Sera toujours nécessaire pour la paix, la stabilité, l'entente et la fraternité entre les peuples mauritaniens, les peuples maliens, les peuples du Sahel de façon générale. Autre audience est accordée par le président de la République également aujourd'hui au ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, a déclaré que son entrevue avec le président de la République a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et le Grand-Duché du Luxembourg et sur les moyens de les élargir et de les renforcer davantage. Que je suis dans ce pays, ce grand et ce beau pays qu'est la Mauritanie. D'abord, on a remercié le président parce qu'on va renforcer les relations bilatérales. Donc l'ambassadeur qui est donc accrédité au Sénégal va être accrédité avec la permission de votre gouvernement et du président ici en Mauritanie. C'est donc, je pense, un geste important pour renforcer les relations bilatérales. Et deuxièmement, on va aussi accréditer, donc avec votre aide, un consul honoraire, M. Sisako, pour le Luxembourg. Et donc ce sont deux gestes très importants pour améliorer les relations avec le Luxembourg. On a beaucoup parlé du développement en Mauritanie, mais aussi, nous sommes des ministres des Affaires étrangères, donc de ce qui se passe autour de la Mauritanie et surtout, évidemment, la situation au Mali. Nous savons qu'il y a une délégation du Mali aujourd'hui ici à Nouakchott et donc on a vraiment discuté quelles sont les vues européennes, mais quelles sont les vues mauritaniennes. Et je pense que tout ce qui se passe au Mali, c'est important pour la région. Et du côté mauritanien, comme du côté européen, on veut que le G5 qu'il puisse vivre aussi à l'avenir, parce que c'est un élément très très important. D'ailleurs, la présidence mauritanienne l'année dernière a fait d'énormes efforts et il ne faut pas que cela se brise. Donc c'est très important. J'ai expliqué la situation dans nos pays et ce qui est déterminant, c'est évidemment le Covid. En Europe, ce n'est pas gagné et j'ai dit, je suis convaincu que nous vaincrons en tant que planète, si je peux dire, cette maladie uniquement si vraiment on arrive à offrir des vaccins à tous les pays du globe et surtout aux pays moins développés, par exemple, que l'Europe. Retour sur les activités de la délégation malienne à Nouakchott. Elle a eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed, et son homologue malien, M. Abdoulaye Diop, ont discuté des domaines de coopération bilatérale ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun.
L'autre aspect de l'actualité nationale concerne le lancement aujourd'hui par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Taleb Boulsid Ahmed, de la première phase pilote du projet Amélioration de l'employabilité des jeunes PEJ dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial du président de la République. Quels sont les objectifs du projet PEJ? La réponse dans cet élément de Mohamed Khattab. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial du président de la République en matière d'employabilité des jeunes, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Taleb Boulsid Ahmed, a supervisé ce matin dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi et Tashghil, dans la Muqata'a d'Uksar, le lancement de la première phase pilote du projet Amélioration de l'employabilité des jeunes. Dans cette première phase pilote de ce projet, dont la durée d'exécution est de 5 ans, il s'agira d'accueillir et d'orienter vers le dispositif de la formation technique et professionnelle 1000 jeunes, filles et garçons, âgés de 14 à 25 ans au niveau des 3 wilayas de Nouakchott, comme l'a précisé le ministre de l'Emploi. Donc, c'est un projet qui, pour la première fois dans notre pays, qui donne la possibilité, une seconde chance, une seconde école à ceux qui n'ont pas eu la chance de terminer leurs études. La plupart ont entre 14 et 24 ans et c'est la majorité de la jeunesse. Quasiment plus de 44% n'ont pas le baccalauréat, n'ont pas le brevet, n'ont pas eu la chance de terminer leurs études et ne travaillent pas et ne sont pas inscrits dans un système de formation professionnelle. C'est inacceptable. On ne peut pas laisser notre jeunesse dans de telles conditions. Le président de la République, Khanjar Lazoune, a été très clair. Pour lui, cette jeunesse, c'est l'épine dorsale du pays. Il faut leur donner la possibilité de pouvoir avoir accès à une formation de qualité, à une seconde formation, à une seconde chance, en leur donnant des formations de courte durée par rapport à la demande du marché. Donc, ce sont des jeunes qui vont être inscrits dans des programmes d'employabilité. Donc, il y a deux voies qui leur seront offertes. Soit on les inscrit dans un programme de formation professionnelle courte par rapport à la demande du marché de l'emploi. Pendant 6 mois, quasiment, ou 3 mois, ils vont avoir une formation intensive dans des domaines, dans des secteurs à fort potentiel d'emploi. À la fin, soit une entreprise va les faire travailler, ou bien on va les aider à monter leur propre business. La deuxième option, c'est que le jeune, sur la base des discussions qui vont avoir lieu avec les conseillers emploi, qui vont déterminer les prérequis, les qualifications, la vision, l'ambition que ces jeunes ont. Donc, si ces jeunes ont dans leur tête des projets donc à vocation professionnelle, et il manque simplement un appui technique ou un appui financier, nous allons également donc les aider. C'est ça la particularité de ce projet. Ce projet, il est là pour véritablement insérer ces jeunes, ce n'est pas les laisser, parce que nous, on ne considère pas ces jeunes des jeunes qui n'ont pas des jeunes, comme on le dit chaque fois, il y a un terme qu'on utilise ici, c'est des jeunes bons à rien. Non, nous, on pense que plutôt ce sont des jeunes qui ont un gros potentiel, qui a juste besoin d'être aidés. C'est un projet de 60 000, donc quasiment de 14 milliards de guinées, le président l'a dit. Donc, nous venons de lancer la première phase pilote en accord avec la Banque mondiale, donc je les remercie. Le lancement de ce projet a été marqué par une présentation du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi Tashghil, M. Dioul Sidati, au cours de laquelle il a fait remarquer que la mise en œuvre du projet se fera principalement à travers 3 composantes, que sont celles de l'orientation, de la formation technique pour doter les jeunes de nouvelles compétences et celle visant à favoriser l'esprit d'entreprise, incluant la promotion de l'épargne. Il est à noter que le projet permettra l'amélioration de l'employabilité de 60 000 jeunes vulnérables dans 8 wilayas du pays, à savoir les 3 wilayas de Nouakchott, les 2 Oud, la Saba, le Tarza et le Guidimaka. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed El Hassan Ould Boukhres, a dû participer aujourd'hui par visioconférence au débat consacré à l'accès aux services de l'eau, de l'énergie et de l'assainissement en Mauritanie. Ce débat est organisé par le centre Think Tank Ressources. Dans son intervention, le ministre a mis en exergue l'expérience mauritanienne en matière d'assainissement et d'accès des populations à l'eau. M. Mohamed El Hassan Ould Boukhres a affirmé que son département a alimenté des localités du Houd Sharqi, l'une des plus importantes wilayas du pays, sur une distance de 300 km à partir de la nappe du Dhar. Dans le domaine de l'énergie, le ministre a précisé que 80% des moyens d'exor du pays en zone rurale sont alimentés à partir de l'énergie solaire, avant d'assurer que la Mauritanie possède le 3e potentiel éolien d'Afrique.
Au chapitre diplomatique, notre ambassadeur au Royaume du Maroc a pris ses fonctions à Rabat après avoir présenté hier soir ses lettres de créance au roi Mohamed VI en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Le nouvel ambassadeur a saisi l'occasion de son audience avec le souverain marocain pour lui transmettre les salutations du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, et sa volonté d'impulser les relations bilatérales entre les deux pays à davantage de progrès et d'émancipation. À son tour, le roi du Maroc a chargé le nouvel ambassadeur de transmettre ses salutations au président de la République, ainsi que sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations exemplaires entre les deux pays. Ici à Nouakchott, les travaux du séminaire sur la cybercriminalité se sont clôturés aujourd'hui. Les 2 jours de séminaire ont permis de former des enseignants et des parents d'élèves sur la méthode de sensibilisation autour des dangers de l'utilisation négative de l'Internet par les élèves. Abdoul Adamaba. Des professeurs et parents d'élèves prennent part à cette formation sur la cybercriminalité organisée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC. Elle a pour objectif de sensibiliser la famille scolaire, aussi bien le personnel pédagogique, les élèves et parents d'élèves sur les risques encourus avec l'usage de l'Internet et les voies et moyens pour tirer profit des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'accès à Internet est de plus en plus facile et accessible. Certes, nous en tirons beaucoup d'avantages, mais aussi il y a des risques et dommages liés à la mauvaise utilisation d'Internet partout dans le monde. D'où l'utilité de sensibiliser davantage autour de nous, en milieu scolaire, en famille et partout, pour combattre le cyberharcèlement, les arnaques, les chantages, le harcèlement, la facilité d'accès aux données personnelles et j'en passe. Le but de cet atelier est principalement pour les enseignants d'être équipés en outils et en capacité pour engager la discussion avec les élèves sur l'utilisation des nouvelles technologies et les dangers qu'ils peuvent encourir sur Internet. En effet, les enseignants sont ceux qui passent le plus de temps avec les élèves, 8 heures par jour, et donc il leur reste une clé maîtresse de la stratégie de lutte contre la cybercriminalité, s'ils savent comment aborder la question avec leurs élèves. Quant au directeur de l'animation socio-éducative au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, il a pour sa part souligné que grâce à cette formation, les membres de la famille scolaire vont être dotés des mesures à adopter face à ce phénomène. Dans le cadre des activités du G5 Sahel, son siège à Nouakchott a abrité ce mardi le lancement du projet d'appui à la résilience des entreprises des jeunes dans les pays du G5 Sahel. Le PAREJ, c'est son nom, qui bénéficie de l'appui financier de la Banque africaine de développement, vise le renforcement des capacités techniques des jeunes dirigeants d'entreprises. Mohamed Khattat. C'est un projet d'appui à la résilience des entreprises des jeunes dans les pays du G5 Sahel qui est lancé en visioconférence par le secrétariat exécutif du G5 Sahel en coopération avec la Banque africaine de développement dans le but de soutenir la reprise et l'expansion des activités des micro, petites et moyennes entreprises des jeunes face aux effets de la Covid-19. La cérémonie de lancement de ce projet, financé à hauteur de 4 millions de dollars et qui sera exécuté par l'Union des chambres de commerce et d'industrie sur une durée de 3 ans, a été l'occasion pour le secrétaire exécutif du G5 Sahel, M. Eric Tayari, de rappeler que le projet est une réponse à la requête lancée en mars 2020 par le Conseil des ministres du G5 Sahel. Le projet d'un montant de 4 millions de dollars américains est entièrement financé par le Fonds fiduciaire multidonateur pour l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes. Il sera exécuté par l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel
sur une période de 3 ans et vise à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs et leur accès au financement. Il est articulé autour de 3 composantes: renforcement des capacités de gestion des entreprises des jeunes en période de Covid-19, relance de la productivité des entreprises des jeunes et la gestion du projet. Les bénéficiaires sont des jeunes de 18 à 40 ans qui sont dirigeants ou propriétaires de MPME ayant au moins 1 an d'existence. Les MPME intervenant dans les secteurs les plus touchés par la COVID-19 seront prioritaires dans les critères de sélection. Il s'agit notamment des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la transformation agroalimentaire, du transport et de l'artisanat. Pour sa part, le vice-président des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel, M. Mohamed Oualid, a précisé que l'Union des chambres du G5 Sahel s'engage à tout mettre en œuvre pour exécuter les activités du projet convenablement et avec diligence au bénéfice du secteur privé de notre espace. L'Union œuvre en outre à mettre en place des projets structurants et innovants dans notre espace pour ainsi contribuer au développement économique de nos territoires, accompagner la croissance et mettre en réseau les acteurs économiques. Il est à noter que 100 petites et moyennes entreprises de jeunes seront sélectionnées pour bénéficier des appuis du projet pour un meilleur impact sur leurs activités avec une participation féminine de l'ordre de 30 à 50%. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé dans lequel le directeur de la santé publique a annoncé le dernier bilan relatif à la pandémie de la COVID-19 dans notre pays. Durant les dernières 24 heures, 4047 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 183 tests PCR. Le cumul des tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 791 835, dont 198 825 PCR. Pour les cas positifs aujourd'hui, nous avons enregistré 463 cas positifs. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 1147 nouvelles guérisons, ce qui porte le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie à 55 858 et le cumul de guérisons à 43 772. Pour les performances des tests, toutes les régions sont en vert. Nous avons 2 régions qui sont en rouge, qui ont réalisé des mauvaises performances des tests, à savoir l'Inchiri et Nouakchott Sud. Mais le chiffre global des performances des tests est de 135% par rapport aux tests attendus. Pour la courbe de l'épidémie, elle continue, le nombre de cas continue à être stable. Aussi, le taux de positivité aussi continue la baisse. Pour les cas positifs par région, nous avons encore certaines régions qui enregistrent des cas positifs, le plus de cas positifs, à savoir les 3 régions de l'Est, le Gorgol et le Trarza. Pour les taux de positivité, nous avons des régions qui sont sorties actuellement de la zone rouge, à savoir le Brakna, Dakhlet Nouadhibou, Guidimaqa, Nouakchott Ouest et Nouakchott Nord. Et pour les cas actifs, nous avons des régions encore qui ont des nombres importants de cas actifs, à savoir le Nouakchott Ouest, Nouakchott Nord, mais aussi Dakhlet Nouadhibou et Trarza. Pour la situation de l'hospitalisation, 16 hospitalisés ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Tous les hospitalisés des dernières 24 heures étaient des cas simples. Nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 2 nouveaux décès. Les sorties durant les dernières 24 heures sont au nombre de 19, ce qui porte le cumul des cas hospitalisés depuis le début de la pandémie à 5671, dont 1335 étaient des malades graves sous oxygène. Le cumul des décès est de 911.
Pour la situation de l'hospitalisation, nous avons dans les différentes unités de prise en charge un total de 82 hospitalisés. Pour la disponibilité des lits, nous avons encore 288 lits disponibles dans l'hospitalisation conventionnelle sur tout le territoire national et 39 lits de réanimation disponibles. Pour la situation de la vaccination, nous avons, durant les dernières 24 heures, enregistré 15 723 doses administrées, dont 9 170 des premières doses, 2 633 deuxième doses et 3 920 troisième doses. Nous avons des régions qui sont en rouge par rapport aux performances de la vaccination, à savoir l'Adrar, le Tagan et la région d'Inchiri, suivi de la région de Tirzamour et de Hodr Gharbi qui sont en jaune. Les autres régions ont enregistré de très bonnes performances de vaccination. Sur le terrain, la sensibilisation se poursuit. C'est le cas notamment au niveau des marchés de Nouakchott Nord, dans la wilaya de Nouakchott Ouest. Les centres de vaccination continuent de recevoir les citoyens désireux de se prémunir contre le virus corona. C'est un constat d'Abdoul Adamaba. Au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord, les résidents sont partagés quant au respect des mesures barrières. Ainsi, au niveau de ce marché, les visiteurs croisés sur les lieux affirment qu'au niveau de la localité de Toujinine, certains respectent les mesures barrières tandis que d'autres semblent ignorer les mesures préventives. Ils ont aussi précisé qu'ils entendent par le biais de la télévision la nécessité de respecter les mesures barrières, de porter des masques entre autres, même si du reste au niveau de tous les lieux publics, personne ne respecte ces mesures, souligne-t-il. Certains ont aussi déclaré que cette maladie est une réalité, d'où la nécessité de se prémunir. Des intervenants ont aussi déclaré qu'ils ne se départissent pas de leurs moyens de protection, à savoir leur hawliya. Au sein de Nouakchott Ouest, l'affluence au centre de vaccination est acceptable. C'est ce qui a été constaté au sein du centre hospitalier de Nouakchott qui renferme un site de vaccination contre le coronavirus. À l'intérieur de cette structure sanitaire, l'équipe médicale s'attelle à vacciner dès les premières heures de la matinée ceux qui sont sur les lieux. Ces citoyens soulignent qu'il est très important de venir se faire vacciner. Ils précisent n'avoir rencontré aucun problème après s'être vaccinés. Ils demandent aux populations de venir faire de même. En plus, afin de vaincre ces maladies saisonnières, c'est une impérieuse nécessité, souligne-t-il, de se faire vacciner tous. 6285 personnes ont reçu leur dose au niveau de ce site de vaccination. Le responsable de ce point de vaccination a déclaré qu'il débute leur opération à 8 heures dans la matinée jusqu'à l'heure de la descente. Actuellement, on dispense le vaccin Sinopharm. Il a enfin plaidé pour la vaccination comme moyen de prévention face au coronavirus. L'actualité à Nouadhibou marquée aujourd'hui par le coup d'envoi de la deuxième phase de remise de montants au profit des enfants souffrant de plusieurs handicaps. Une opération diligentée par la direction régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille au niveau de Dakhlet Nouadhibou. Amina Mtranil. Il s'agit de la deuxième opération d'aide sociale directe offerte par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille à 63 enfants de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahaoul Cheikh Mohamed Val, a précisé à cette occasion que le gouvernement accorde une attention particulière aux couches vulnérables de la population et que l'aide offerte contribuera à atténuer les effets économiques négatifs de la pandémie du Covid-19 sur ces familles. Les bénéficiaires de cette nouvelle enveloppe sont des enfants vivant avec un ou plusieurs handicaps choisis sur des bases de transparence suite à une enquête préalablement effectuée par le MASEF. La directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Vokoumut Mohamed Salem, a affirmé pour sa part que l'aide annuelle prévue pour ces enfants est en croissance cette année, ce qui reflète la volonté solidaire des pouvoirs publics à travers le programme élargi mais priorité du président de la République. 63 enfants handicapés ont bénéficié de 120 000 MRO, soit un total de 7 560 000 anciennes ouguiyas. Les bénéficiaires de cette aide valorisent le montant annuel de 240 000 anciennes ouguiyas perçus en deux tranches de 120 000 MRO tous les 6 mois.
La présente opération s'inscrit dans le cadre du programme d'appui visant l'aide sociale aux familles démunies et la contribution au traitement de ces enfants qui nécessitent parfois un suivi médical continu. À Bassiknou, dans le Hod el-Sharqi, une opération similaire initiée par la région de la Wilaya a profité aux foyers démunis pour leur permettre de faire face aux impacts de la pandémie de la Covid-19. Amina Mtkhalil. Les habitants du village de Zmraguiya, relevant de la commune de Gneiba, expriment leur bonheur de recevoir d'importantes quantités de produits alimentaires au profit de 80 familles. Les familles qui jugent que c'est un don qui intervient à point nommé et en demandent davantage. La région du Hod el-Sharqi affirme pour sa part que ces distributions gratuites sont le fruit d'un partenariat précieux avec la République populaire de Chine, qui a offert ce don aux habitants de la localité de Zmraguiya dans un contexte marqué par le manque des précipitations de pluie cette année, ce qui s'est reflété sur l'activité agricole dans la zone. Ceci en plus de la création d'une boucherie dans la localité et de l'équiper en panneaux solaires pour l'électricité. Le hakem de la Muqata'a de Bassiknou a pour sa part loué ces actions de bonne volonté et a appelé les habitants à ne pas oublier leurs mesures préventives et à se diriger vers les centres de vaccination les plus proches pour lutter contre la Covid-19. Il est à rappeler que les produits alimentaires distribués comprennent du riz, des pâtes, de l'huile de cuisson et du sucre. Un don généreux résultant d'un partenariat avec la République populaire de Chine. Enfin, à Kifa, le conseil régional de la Sabah a remis un lot de masques aux Muqata'a et services régionaux dans le cadre des efforts visant à lutter contre la propagation du virus corona. Amina Mtkhalil. C'est dans le cadre de l'application des mesures préventives imposées par les pouvoirs publics, dont le port du masque, qu'intervient la distribution de plus de 73 000 masques sous la supervision du wali de la Sabah, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud. Les bénéficiaires de ces masques sont, selon le wali, les Muqata'a, les communes et les directions militaires et civiles. Le wali a adressé ses remerciements au conseil régional de la Sabah qui contribuera, à travers ces distributions, à l'application des mesures préventives. La région de la Sabah a, à travers ses responsables, affirmé que la distribution de ces masques doit contribuer à la lutte contre le virus et annonce une importante campagne de sensibilisation et de vaccination où tous les moyens seront mis à la disposition des populations afin de contribuer à leur protection du Covid-19. Des milliers de masques distribués afin de lutter contre le Covid-19 à travers la limitation de l'exposition des populations au virus, des efforts soutenus et continus constatés sur l'ensemble du territoire national. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République arrive à Banjul, la capitale gambienne, pour assister à la cérémonie d'investiture du président gambien. Avant son départ, le président de la République a reçu une délégation ministérielle malienne et le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle supervise le lancement de la première phase pilote du projet Amélioration de l'employabilité des jeunes. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.